7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Le français est devenu cet hardcore gamer, addict à un jeu de plateforme stupide, où il tombe un millier de fois dans le même trou et recommence à l'infini. On le voit, posséder, fiévreux, courir après les champignons de l'actualité, chercher à gagner du crédit social en faisant ce qu'on attend de lui. On le voit se battre contre des bots et des IA, des intelligences artificielles. On le voit hurler sa rage à l'écran, dévorer sa frustration, les émotions contrôlées par la machine et à la fin il perd tout. Toujours, et la fin n'en finit pas. Arrêtons de jouer. Voilà votre proposition en fait. Arrêtons de jouer ce jeu qui ne nous fait jamais gagner. Voilà en gros le propos de votre livre, Laurent Burton. Oui, c'est assez bien résumé. C'est vous. Hein. On constate tous cette période de rut électorale où tout le monde essaie de bramer plus fort que son voisin sur des sujets qu'on oubliera après pendant 5 ans. L'enjeu de la situation est considérable, il me semble, et eh bien c'est toujours cette guerre comme vous le disiez à l'instant à propos de la guerre en Ukraine. C'est toujours une guerre de propagande, et finalement on sait très bien qu'en dépit de la grande mobilisation des attentions pour cet événement qui est très théâtralisé, eh bien, dans les semaines qui viennent, on va passer à autre chose. Les sujets seront effacés. On oubliera à peu près tout ce qui vient d'être dit et tout ce qui vient de se passer. Et malheureusement, les grands problèmes que sont l'immigration, par exemple, que sont l'insécurité, que sont la crise énergétique, la crise économique, l'inflation seront sous le tapis et seront oubliés jusqu'à ce que finalement le réel nous rattrape. Et j'ai peur, c'est pour ça que ce livre s'appelle Game Over, j'ai peur que la partie se termine de manière assez brutale. Alors, une première question d'abord, est-ce que c'est une déception et une considération par rapport aux élus politiques que nous avons aujourd'hui et que nous faisons, parce qu'il faut bien être clair avec soi-même, nous élisons ces hommes et ces femmes politiques, ou est-ce que c'est une considération générale sur la politique ? Alors il y a un peu des deux, c'est-à-dire que les échantillons représentatifs aujourd'hui de politiciens qui gouvernent sont quand même tout à fait gratinés. Donc ça donne encore plus de mal à défendre, à trouver des arguments pour défendre le jeu politique. Mais je pense que la politique en général pose ce problème de focaliser les attentions, de divertir les populations, de nous donner l'illusion en fait de ce fameux pouvoir démocratique égal et partagé, et chacun a son mot à dire. En réalité, c'est un système qui est très efficace pour l'État, pour se reconduire lui-même, pour s'augmenter, pour promettre toujours plus de dépenses, de ponctions, de fiscalité, d'emprise sur nos quotidiens, de quelque part d'agir à notre place sur à peu près tout, puisqu'au départ, l'État était quand même très limité dans la sphère de la sécurité, de la défense des frontières. Et aujourd'hui, eh bien, il s'occupe de la santé, de l'éducation, de l'industrie, d'à peu près tout. Et plus il s'arroge des compétences dans ces domaines, et bien plus ces domaines se portent mal. Donc plutôt que de continuer cette fuite en avant, de lui donner toujours plus de moyens et de pouvoir, je préconise de faire radicalement l'inverse, de reprendre en quelque sorte, de rendre aux citoyens la maîtrise de leur destin sur des sujets assez essentiels. Gilles. Oui, je voudrais d'abord vous féliciter. Merci. Doublement pour les livres, mais aussi pour avoir fait dire à Clémence plusieurs fois en expression en anglais, ce qui est ici un sacrilège. Game over, game over. Ça fait partie à mon du avis, titre, elle doit déjà auprès de 50 ou 60 euros. Oui, exactement. Pardon, là, je suis obligé à cause de vous, Laurent Burton, de mettre beaucoup d'argent dans cette tirelire. Lourdement endetté. Alors, pour revenir à votre livre, en fait, ça m'a fait penser à un mot de Reagan. The state is not the solution, the state is the problem. Là, vous empirez notre problème, hein, en parlant en anglais, je veux dire. Oui, mais c'est une citation. Donc, alors... Et donc, que Reagan a dit, l'État n'est pas la solution, l'État est les problèmes. Ça nous rappelle aussi, en fait, évidemment, c'est pas exact ce que je veux dire, mais par raccourci, cette idéologie Reagano-thatchérienne des années 80, essayer d'avoir le moins d'État, c'est-à-dire avoir des chemins de fer privés. En Angleterre, ce n'est pas en totale réussite. Avoir de l'électricité privée. Ici, ces dernières semaines, quelques mois, on a, disons,
on réfléchit si c'était une bonne idée, avoir les autoroutes et les péages privés. Et je continue. On a les États-Unis avec un système de santé qui est privé. Donc, quand j'étais très jeune au début des années 80, on disait que le privé, c'est tout faire mieux que le public, c'est plus efficace, il n'y a pas assez de lourdeur, etc. Et finalement, on est face à deux systèmes avec leurs problèmes. Disons, chez les voisins, la pelouse n'est pas plus verte, me semble-t-il. C'est-à-dire que de mon point de vue, alors évidemment, il y a aucun système humain n'est parfait, ça c'est très clair. J'essaie de toujours prémunir mes lecteurs contre les dangers de croyance qu'il existerait un système parfait pour une créature qui ne l'est pas, malheureusement pour nous. Donc, par contre, ce que je constate moi, c'est qu'il y a une relation très nette en fait entre la croissance de l'État, les pouvoirs qu'il s'arroge et les secteurs qu'il s'accapare et bien l'effondrement de ces secteurs qui se portaient pourtant très bien, il me semble. C'est-à-dire que l'administration a ce vice inné qu'elle va se battre pour sa propre croissance, pour s'arroger des crédits et des compétences au détriment du pays tout entier. Et c'est ce qu'on voit aussi avec le jeu politique, c'est-à-dire que maintenant chaque corporation, chaque individu est tenté d'essayer de se sucrer sur la bête en se disant, puisque tout le monde semble vouloir se partager, dépecer ce trésor public, il n'y a pas de raison que moi je sois le dindon de la farce. Et donc on continue. Et comme le but des politiciens qui gouvernent est, quoi qu'il en coûte, d'être reconduit, eh bien, on se livre à une campagne de corruption géante. On donne tout, n'importe quoi à n'importe qui, pourvu qu'on essaie comme ça de dompter l'opinion, en quelque sorte, et d'en gagner des suffrages. Évidemment, ça se fait au détriment du pays tout entier, au détriment de ce qu'on appelle le capital social, le lien de confiance entre les individus, puisque là, en quelque sorte, on matérialise une forme de guerre sociale où chacun va essayer de récupérer les fruits du trésor de la fiscalité publique, qui sont vraiment, je le rappelle, mais qui sont quand même délirants. La France n'a quasiment pas de rivaux sur ce plan, sur le plan de la dépense publique, sur le plan de la fiscalité. Et la crise énergétique, par exemple, dont on parlait à l'instant, les interventions de l'État ont été absolument gravissimes à tous les niveaux. C'est-à-dire que lutter contre les énergies fossiles sans solution crédible de rechange nous a en grande partie conduit à la crise que nous allons traverser. L'électricité, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que bloquer les prix alors qu'on a combattu le nucléaire en début de mandat Macron et que maintenant on fait un virage à 180 degrés, en fait, la croyance en l'État est souvent cette croyance que des administrateurs dotés d'un bon sens supérieur aux autres vont tout faire mieux. Et malheureusement, on voit le résultat souvent. Eh bien, ces gens sont formés pour communiquer, pour satisfaire une population à un instant donné, donc en promettant des dépenses, en promettant des miracles. Et la réflexion quant aux conséquences de leurs actes n'est évidemment pas au programme. Et de toute façon, elle n'est pas payante pour eux, puisque eux, ils savent très bien que leur mandat, voilà, Macron, allez, encore 50 plus, et il en aura terminé. On pourra le recaser. Un de ses amis va le recaser dans une retraite très 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 dorée. À l'Union européenne, a priori. Je profite juste de l'accalmie pour poser la question différemment. Imaginons un pays où les EHPAD sont publics et où on déplore la lourdeur administrative, les coûts exorbitants, etc. Et qu'on décide de privatiser les EHPAD, et grâce au fait qu'on a chassé l'État, on arrive à nourrir et à soigner des gens pour 3 € par jour. Mais c'est pas génial, ça? C'est extraordinaire, non? Alors si c'est à moi que vous posez la question, c'est pas moi qui écris le livre, mais je peux répondre. Je peux répondre pour Laurent Burton si vous le souhaitez, parce que je pense que Laurent Burton justement ne veut pas non plus d'EHPAD. D'après ce que j'ai compris de ce livre, Laurent Burton, vous dites d'ailleurs sauvez-vous vous-même, et finalement votre écrit ressemble un peu en 2.0 à l'écrit de Ernst Jünger, Traité du rebelle et le recours aux forêts, c'est-à-dire il y a une forme de sécession par rapport à la société actuelle. On doit tout couper et recréer un peu notre monde seul et apprendre à se débrouiller seul. Là-dessus, vous confirmez, Laurent Burton? Complètement. Moi, en fait, je poursuis toujours ma ligne directrice, c'est la responsabilité de l'individu. Et je suis persuadé que si, justement, on nous explique qu'on va prendre en charge
la jeunesse de nos enfants, leur naissance, leur éducation, leur santé. Lavez-vous les mains quand vous êtes adulte, parce que sinon, comme vous avez renoncé à avoir un cerveau pour penser de manière autonome, l'État est obligé de vous expliquer ça. Il a une auxiliaire de vie qui vous explique comment mettre un pied devant l'autre pour marcher. Et jusqu'à l'EHPAD, voilà, il est censé s'occuper de nos vieux, de notre santé, de nos retraites. On voit comment il le fait. Les retraites, l'argent des retraites, écoutez, les boomers vont en profiter, je pense, mais après, ça va être autre chose. Donc, en fait, on confie un système comme ça, tout puissant, sans recours, puisqu'il ne nous laisse pas le choix. C'est aussi ce que je lui reproche, c'est-à-dire que s'il y avait une forme de concurrence ouverte, par exemple la sécurité sociale, si on avait réellement un choix transparent, une offre de protection privée concurrente, eh bien, ce serait nettement plus intéressant. Et évidemment, personne ne choisirait d'aller payer pour les excès des autres. Donc, chacun devrait assumer les conséquences de ses actes. Chacun devrait apprendre à s'occuper un peu plus de ses enfants, à s'occuper un peu plus de ses vieux. Et peut-être que ça permettrait aussi de renforcer la cohésion, de renforcer les valeurs, de renforcer la responsabilité individuelle, l'accomplissement, la fierté, enfin toutes ces choses qui semblent très désuètes. Mais à partir du moment où l'État prend le contrôle comme ça des populations et de leurs âmes, eh bien, il ne faut pas s'attendre à des miracles sur le point de vue de l'estime d'eux-mêmes de nos chers concitoyens. Vous appelez à dégraisser le mammouth étatique tout en dégraissant l'homme également, puisque vous l'appelez à aller couper lui-même son bois. Par exemple, là, je reconnais bien le Laurent Burton des premiers livres également. Je voudrais quand même qu'on cite tous ces niveaux, donc, puisqu'on est dans un jeu vidéo. Niveau 1, inverser l'immigration. Niveau 2, restaurer la sécurité. Niveau 3, abolir le socialisme. Niveau 4, séparer l'économie de l'État. Niveau 5, briser les supports du conditionnement. Alors, les supports du conditionnement, en gros, ce sont les médias ou tous les relais du conditionnement intellectuel, notamment. Niveau 6, séparer la France de l'État et nous séparer de la domestication. Le niveau 7, avant de tuer le game, donc qui est l'appel définitif à une forme de sécession. Alors moi, ce que je voudrais savoir quand même, c'est que chaque niveau est très intéressant. Il y a beaucoup de chiffres que vous apportez également. Là également, on reconnaît encore la patte de l'auteur de La France Orange Mécanique. Mais là, je voudrais qu'on aille sur votre projet. C'est-à-dire que tuer le game, ça veut dire sortir de tout cela. On voit, je parlais du traité du rebelle, mais aujourd'hui, il y a d'autres tendances qui ressemblent un peu à celle-ci, celle de l'écologisme intégral, de sortir et de vivre par soi-même un peu à part. Sauf que souvent dans cet appel, vous-même vous proposez de se lier, de réorganiser un peu un monde. Sauf que est-ce qu'il n'y a pas un vice inhérent aussi à l'homme qui recommencera cette organisation finalement ? Tout à fait d'accord. En fait, nous sommes des animaux sociaux. Il faut pas imaginer qu'on pourra. Enfin, certains le peuvent peut-être, mais on peut pas vivre seul en autarcie complète. Le problème justement de la principale problématique, je pense que l'État c'est une fiction, une fabrique mentale du maître. Mais ça correspond à un appel, à une appétence domestique de la créature humaine. Qui ne peut plus considérer, elle veut de l'ordre, elle veut de l'organisation, c'est comme ça, c'est plus confortable d'être un animal domestique et d'attendre la nourriture, d'attendre le divertissement plutôt que de penser sa situation. La liberté est assez effrayante et il y a cette demande qu'il faut pas nier, il faut voir, il faut essayer de la comprendre. La peur qui va voter Emmanuel Macron répond à une psychologie puissante. Et évidemment, c'est très difficile de proposer une solution déjà qui puisse échapper aux mailles tentaculaires de l'État. En France, c'est quasiment utopique. Et d'ailleurs, la plupart de ces mouvements réels de sécession territoriale, etc., sont assez marginaux et sont souvent voués à l'échec pour l'instant, tant que l'État existe. Donc c'est d'abord un travail, à mon avis, spirituel, une sécession mentale, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à ce qui se passe, évaluer exactement l'état d'esprit de nos compatriotes, pourquoi Macron est-il là, quelles sont ses intentions, pourquoi l'État, pourquoi continue-t-on à y croire, pourquoi cette passivité, pourquoi me pose-t-on toujours les mêmes questions, c'est-à-dire que la question de mes lecteurs, c'est toujours que faire. Et moi, je finis par répondre que celui qui pose la question, finalement, il a renoncé lui-même à trouver des réponses
Et ça, c'est un vrai problème. C'est qu'on attend toujours une solution extérieure. On attend un messie l'homme sorti providentiel. des urnes, voilà, le général machin qui va débarquer du fond de son état-major. Et finalement, on s'en remet toujours à l'attente et à autre chose. Donc, finalement, votre travail, à part celui qui est déjà très, très fourni du constat de notre société actuelle, je vais en citer quelques-uns, vous dites que 1%, mais ça c'est terrible, c'est sur la question sécuritaire, seulement 1% des violeurs sont punis aujourd'hui. 1% des violeurs. Oui. Ça, alors là, on va une statistique très précise, c'est-à-dire vous avez, alors c'est en 2018, d'après l'Observatoire national de la délinquance, qui a été dissous par Emmanuel Macron, puisque c'était un thermomètre qui était très gênant. Qui marche un petit peu trop bien. Chaque jour, 265 adultes qui déclaraient un viol ou une tentative de viol. Et chaque jour, les statistiques du ministère de la Justice nous apprenaient qu'il y avait 3 procès pour viol et tentative de viol. Et sur ces 3 procès, on avait à peu près une condamnation à de la prison ferme, en moyenne 7,7 années de prison, alors que c'est 15 ans dans le code pénal, le viol. Donc c'est 7,7 années de condamnation prononcée. Évidemment, si vous enlevez la remise de peine, si vous enlevez l'application des peines, les modalités d'application qui ne sont pas toujours de la prison ferme, vous arrivez à une condamnation assez ridicule. Et en effet, du coup, au bout du compte, on a 99% de viols déclarés qui ne débouchent pas sur une condamnation pénale. Donc on comprend un petit peu le découragement des victimes et on comprend un petit peu le sentiment d'impunité des auteurs d'actes barbares. Et là, on parle d'un fait très grave, le viol, mais si on parle des simples violences physiques, évidemment, l'impunité est encore plus impressionnante. Le vol, n'en parlons même pas. Maintenant, la justice n'est plus qu'une caisse enregistreuse de ce chaos et a renoncé complètement à l'application simple du code pénal. Donc c'est ça qui est aussi quelque chose qui est à prendre en compte aussi, c'est que l'État qui est censé garantir l'intégrité de notre frontière et de notre sécurité, c'est quand même son premier devoir, c'est pour ça qu'il est là, ça justifie son existence, eh bien il a complètement failli sur ces missions-là. Mais finalement, et d'ailleurs à ce propos, vous proposez aussi une juste reconnaissance de la légitime défense. Oui, parce que, voilà, encore une fois, c'est-à-dire que lui, théoriquement, sur le papier, il a le monopole de la violence dite légitime. Mais sauf que si, il n'utilise plus ce monopole de la violence légitime face à ceux qui légitimement mériteraient d'y être confrontés, c'est-à-dire les voyous de banlieue, les trafiquants, les dealers, les agresseurs et tout ce qu'on peut imaginer. Si il les arrête et que derrière la justice n'en fait absolument rien, on voit des cas de récidives qui sont complètement hallucinants, des gens qui sont arrêtés, qui ont 90 mentions à leur casier et qui sont libérés avec du sursis. On voit par exemple un juge aux enfants récemment qui a offert sa fille de 12 ans à des inconnus pour la violer, qui a été condamné à 1 an de prison sous bracelet électronique à son domicile. Des verdicts délirants, c'est le quotidien. Et du coup, si l'appareil d'État confisque complètement la réponse, évidemment, les citoyens vont être tentés de se faire justice eux-mêmes et il semble urgent de mieux encadrer ce principe de légitime défense qui aujourd'hui est surtout utilisé pour dissuader les honnêtes gens de se défendre contre des types qui de toute façon ne seront pas condamnés. Donc le risque criminel étant marginal, ils vont continuer à être criminels. Mais Laurent Burton, et là je sais que vous avez apporté la réponse dans votre livre, mais il faut bien que je vous la pose et les auditeurs se la posent là. Dans ce qu'on entend, la sécurité, l'appel à la légitime défense, vous parlez de tous les autres sujets qu'on a cités tout à l'heure, le socialisme, etc. Finalement, là, vous êtes assez d'accord avec un certain candidat que je pourrais citer, Éric Zemmour notamment, qui lui appelle en effet à une juste revalorisation de la légitime défense, au contrôle de l'immigration dont vous parlez, je crois que c'est votre premier niveau de jeu. Et vous terminez d'ailleurs votre livre comme ça: je ne veux pas dissuader les soutiens d'Éric Zemmour qui placent tant d'espoir dans le rituel humiliant du vote, seulement les ramener aux réalités. Alors pourquoi certains candidats qui ont l'air de proposer un programme pas très éloigné du vôtre, pourquoi ceci ne fonctionnerait pas? Moi, alors, Éric Zemmour, je pense qu'il est très conscient de certaines réalités et que c'est très bien qu'il les dise et qu'il le dit d'ailleurs avec force depuis très longtemps. Je pense que beaucoup de mes lecteurs qui ont en quelque sorte eu une révélation politique, l'ont eu à travers les propos d'Éric Zemmour, qui a beaucoup de talent et qui a vraiment bien cerné les problèmes en matière, par exemple, d'immigration et d'insécurité.
qui parle ouvertement d'immigration de remplacement, ce qui est très important à mon sens. En revanche, ce que je dis dans mon livre, c'est que quand bien même Éric Zemmour, admettons qu'il crée la surprise, que nos agneaux électoraux se désinhibent et votent pour lui, eh bien, que pourra-t-il concrètement faire pendant 5 ans? Déjà, c'est une première question, parce qu'en fait, il va être face à une administration extrêmement difficile à faire bouger. Il y a une inertie considérable, par exemple, dans l'appareil judiciaire. Et en plus de ça, qu'est-ce qui empêchera les médias et tout l'appareil de s'acharner contre lui pendant 5 ans, comme ça a été le cas par exemple avec Donald Trump, et ensuite de le remplacer par l'inverse de lui-même, en tendance même radicale, c'est-à-dire une sorte de Biden qui va faire exactement l'inverse de tout ce qu'il aura fait, et finalement on aura encore perdu. Comme on l'a vu avec Donald Trump et Joe Biden. Oui. Oui, donc finalement, vous dites de toute façon, c'est voué à l'échec, puisque. Mais alors, finalement, vous êtes peut-être que vous êtes royaliste. Ah, mais non, peut-être. Non, mais alors, je serais ravi d'avoir Éric Zemmour en représentation de la France plutôt que Foutriquet, comme dit Michel Onfray. Mais en effet, je pense que d'abord, c'est une illusion, puisqu'il a contre lui la puissance de feu considérable du système de conditionnement français, à laquelle, à mon avis, il ne pourra pas. Qu'il ne pourra pas dépasser, on va dire. Et en plus de ça, voilà, les réalités concrètes font que ce sera très difficile pour lui, avec l'appareil politique, d'appliquer le programme qu'il devrait appliquer. Eh bien, merci beaucoup Laurent Huberton, et je propose à tous de se jeter dans le jeu de Laurent Huberton, Game Over, un jeu perdant à tous les coups. La politique, lui, il propose la révolution anti-politique dans cette nouvelle maison d'édition Magnus. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.